Madame, Monsieur, bonjour. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Immédiat. Et cette semaine, je suis aux côtés de Claude Cholet, exceptionnellement. Bonjour Claude. Bonjour Floriane. Alors Claude, vous êtes bien sûr l'animateur des Portraits Piquants. Les téléspectateurs vous connaissent très bien, puisqu'ils peuvent vous retrouver en fin d'émission à chaque fois dans Immédiat. Mais vous êtes également le président de l'Observatoire du journalisme, entre autres dans vos nombreuses activités. Cette semaine, on va revenir sur Louis Sarkozy avec vous, qui est absolument partout dans les médias. En ce moment, on va également parler de Sarah Knafo, qui était l'invitée de France Inter. Un entretien assez animé, vous allez voir, assez houleux. Et puis également la présence de Ahmed El Chara à l'Élysée, aux côtés d'Emmanuel Macron. Si le programme vous plaît, chers téléspectateurs, vous en avez l'habitude, c'est le moment publicité. N'hésitez pas à cliquer sur le pouce en l'air, c'est essentiel pour l'algorithme de YouTube. Et puis, laissez-nous des commentaires pour savoir, par exemple, quel prochain portrait piquant vous voudriez dans l'émission, ou si jamais vous avez des remarques globales à faire. Et si vous avez fait ces deux gestes maintenant, eh bien, je crois qu'on va pouvoir y aller. L'image de la semaine, Claude, je le disais, c'est Louis Sarkozy qui est décidément absolument partout. Le fils de, bien sûr, que l'on connaît bien, s'offre en ce moment un sacré plan com. Ça rappelle peut-être quelqu'un. Alors, il est passé sur RTL Matin, Europe 1 la semaine dernière, mais également dans Quelle époque. Et avant de vous donner la parole, Claude, je vous propose de réécouter un petit passage dans cette émission de Quelle époque avec Léa Salamé. Léa, tu sais que ton père, c'est un voleur ? Tu sais ? Parce qu'il a pris toutes les étoiles dans le ciel, il les a mises dans tes yeux. Louis, tu sais que ton père, c'est un voleur ? Voilà, c'est tout. Vous avez le droit de sourire. Mais pas l'obligation. Claude, qu'est-ce que ça vous évoque d'abord, cette présence absolument partout de Louis Sarkozy dans les médias, et puis cette blague, ce petit événement qui a été d'ailleurs beaucoup commenté lui aussi? Bon, je vais commencer par la blague. Franchement, je la trouve de mauvais goût. Oui. À l'heure du harcèlement de rue, en plus, c'est pas tout à fait... Tout simplement. Par ailleurs, je pense que ça ne nuit pas peut-être trop à Louis Sarkozy, parce que ça permet de faire du bruit autour d'un personnage qui effectivement est très, très à la mode. Alors je ne sais pas s'il y a vraiment un plan communication derrière. Enfin, tout ça, c'est du people. Et je crois qu'au fond, ça cache quand même un certain vide de la pensée. Parce que moi, j'ai écouté Louis Sarkozy, en gros, il ne dit rien. Enfin, sinon, il dit qu'il est américain. Bon, en gros, qu'il ne se sent pas vraiment français, mais qu'il se sent très, très américain. C'est son droit le plus strict, mais c'est quand même intéressant à enregistrer. Derrière tout ça, je crois qu'il y a un certain nombre de personnalités, ce qu'on appelle la droite, qui se sentent un petit peu orphelins. Alors il y avait le personnage Nicolas Sarkozy, qui avait de l'autorité, il faut le constater. Et donc, alors on trouve le petit... Il y avait un autre rejeton qui a essayé à un moment donné d'avoir une carrière politique qui s'est arrêtée rapidement. Bon, je pense que celle de Louis Sarkozy, dans 6 mois, on n'en parlera plus. On verra. En tout cas, il a été soutenu par Laurent Wauquiez, justement. Il y a aussi des réactions politiques, en plus de ces réactions médiatiques, qui parlent d'une séquence consternante de bêtises crasses et de cruauté. Et il dit bravo à Louis Sarkozy d'avoir su conserver son flegme. En tout cas, cette séquence lui aura permis à Louis Sarkozy de passer dès le lendemain chez BFM TV avec Apolline de Malherbe. D'ailleurs, Le Figaro TV parle d'une Apolline de Malherbe féroce face à Louis Sarkozy. Il aura également eu sa place sur CNews et puis une le concernant sur le journal Point de Vue. Une jolie promo pour son livre qui est sorti hier. Claude, son livre c'est Napoléon Bonaparte, l'Empire des livres.
Point de vue, j'attends Gala, j'attends Closer. Bon, on est dans le people pur. Alors, on me dit qu'il aurait écrit un livre. Bon, j'ai quand même des doutes là-dessus. Je suis pas certain qu'il sache vraiment écrire, en tout cas pas en français. Bon, généralement, les politiques font écrire leurs livres. Bon, je crois qu'il n'a pas échappé à je dirais, à cette prescription habituelle. Alors je crois que son livre va bien se vendre. Pourquoi ? Parce que vous avez ce qu'on appelle le phénomène vu à la télé. Alors comme il est beaucoup à la télévision, des gens achèteront son livre. Tant mieux pour lui, tant pis pour les lecteurs. Mercredi, Emmanuel Macron recevait Ahmed Al-Shara, le nouveau président de la Syrie. Il le recevait à l'Élysée. Ça a posé beaucoup de questions dans les médias. Je fais une rapide revue de presse avec Libération qui dit qu'Emmanuel Macron défend cette venue. On a RTL qui demande pourquoi est-ce que ce président est invité. Sur CNews, on interroge carrément des Syriens de France qui s'indignent. Enfin voilà, des réactions très diverses. Claude, qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que vous pensez de ce bruit médiatique ? Alors, sur le plan diplomatique, vous dites pourquoi on invite Ahmad Al-Shara, j'ai du mal à prononcer, mais tout simplement parce qu'il est président. Et la diplomatie, c'est la réelle politique. On invite le président en exercice. Ce qu'on peut regretter, c'est non pas que Macron ait invité ce président, il est au pouvoir, c'est qu'il n'ait pas invité Bachar al-Assad quand il était au pouvoir. Quant à la poignée de main qui a fait beaucoup jaser, si vous invitez un président, vous n'allez pas refuser de lui serrer la main. Ça s'appelle la réelle politique. Mais vous respectez le réel, il y a un président qui est au pouvoir, vous l'invitez, tout simplement pour que la France ait encore une influence en Syrie, une influence qui était en voie de disparition. Donc non, cette visite et cette poignée de main ne me semblent pas particulièrement choquantes. Revenons maintenant sur Sarah Knafo. Sarah Knafo était l'invitée de France Inter dans l'émission Questions politiques de France Inter, très exactement, aux côtés d'une journaliste qui s'appelle Karine Bécard. Et je vous propose d'écouter un petit condensé de son intervention dans cette émission. Maintenant, ce qui me choque encore plus quand je vois ces images et que je vous entends célébrer ces manifestations. On n'a pas célébré, on ne célèbre rien du tout. Nous sommes journalistes actuellement, elles ont existé, on vous en parle. Pardonnez-moi, mais j'écoute France Inter, donc je vois à quel point ces manifestations ont été célébrées. Je parle peut-être pas de vous, mesdames, peut-être que vous ne les célébrez pas, mais j'ai écouté vos collègues. Non, on ne les célèbre pas, nous en parlons. Je viens de vous le dire, peut-être pas vous, mais j'ai écouté vos collègues. Or, je me souviens du traitement de France Inter, au moment où Reconquête, mon parti, avait voulu rendre hommage à la mémoire de Lola. Rappelons-le, Lola, une petite fille de 12 ans, assassinée dans le 19e arrondissement de Paris. Mais c'est tout le problème. C'est tout le problème, c'est que vous me coupez quand je parle d'une petite enfant française qui est morte, mais en revanche, que vous voulez continuer de parler de ce drame-là et qu'à chaque fois qu'il y a d'autres drames, vous les occultez. Vous avez 64% des Français, selon le dernier sondage du CSA, qui estiment qu'il y a trop d'immigrés d'origine extra-européenne sur notre sol. Vous pouvez être en désaccord. J'imagine que sur France Inter, vous êtes en désaccord. Et que ne vous faites préjugez pas des 36... de ce que pensent nos auditeurs. Pas vos auditeurs, je parle de vous trois, mesdames, mais peut-être que vous êtes dans la majorité des 64%, quand bien même vous ne le seriez pas. J'imagine que vous ne pensez pas qu'il faut mettre sur écoute les 64%, qu'il faut les interdire de citer, etc. Pas du tout moi, c'est ce que je dis. Je dis que ce n'est pas parce que l'AfD défend de telles positions que pour autant, il faut se mettre à dire qu'ils sont des extrémistes. Je pense qu'ils défendent ce que pense une grande partie du peuple allemand, vous voyez bien qui est majoritaire d'ailleurs. Et est-ce que vous assumez d'être d'extrême droite ? Pas du tout. Alors, je viens de vous répondre. À mon avis, le fait de dire que 64% des Français seraient d'extrême droite parce qu'ils pensent ce qu'ils pensent, c'est un signe, à mon sens, d'une démocratie malade. Claude, Sarah Knafo revenait bien sûr sur la manifestation contre l'islamophobie organisée par LFI la semaine dernière suite à l'assassinat d'Abou Bakar Cissé dans une mosquée dans le Gard. Elle revenait également sur l'actualité autour de l'AfD en Allemagne en dénonçant bien sûr le fait qu'on stigmatise des gens pour ce qu'ils pensent et pour qui ils votent. Est-ce que vous avez une réaction sur ce passage de Sarah Knafo sur France Inter qui est un peu musclé quand même. La première chose qu'on remarque, c'est que Sarah Knafo est constamment coupée. C'est-à-dire, en gros, on essaye de l'empêcher de parler. Alors, je ne sais pas qui est cette dame
Karine Bécard, mais elle me semble au fond assez emblématique de ce qu'on appelle je dirais, l'habitus libéral libertaire sur les principales chaînes de télévision, mais aussi dans bon nombre de rédactions de la presse écrite. Et cette dame, au fond, qu'est-ce qu'elle essaye de faire ? Bon, elle essaye de diaboliser Sarah Knafo en employant la rhétorique habituelle. C'est d'essayer de la marginaliser en employant un terme qui est discriminant au sens propre du terme, qui est celui d'extrême droite. Alors, depuis Machiavel, ça fait quand même un certain temps, on sait qu'une des techniques pour immobiliser son adversaire, c'est de lui enlever sa légitimité, de lui enlever au fond le droit de parler. C'est quoi qu'il puisse dire, puisque de toute façon il vient d'un mouvement qui est extrême. Quelqu'un qui est extrême, c'est toujours un peu inquiétant. C'est quelqu'un qui est peut-être violent en parole, mais peut-être aussi en acte. Et c'est sûrement quelqu'un qui est instable. Donc il s'agit d'une tentative habituelle de diabolisation. Je crois que c'est sur France Inter. Bon, je dirais que ça fait partie du quotidien de France Inter, tout simplement. Alors, Sarah Knafo a été commentée par Pascal Praud sur CNews, qui est dithyrambique à son sujet. Et Pascal Praud a également reçu Bruno Retailleau. Pourquoi ? Pour réagir justement à cet entretien sur France Inter, parce que la journaliste Karine Bécard avait également posé la question à Sarah Knafo de si M. Retailleau était islamophobe ou raciste. Je vous propose d'écouter la réaction de M. Retailleau sur CNews. Il y a une journaliste du service public posée, en l'occurrence à Sarah Knafo, une question: est-ce que le ministre de l'Intérieur est islamophobe? Est-ce qu'il est raciste? Est-ce que ça vous choque? Bien sûr, ça c'est le service public du militantisme, qui relaie d'ailleurs les accusations, les manips de l'extrême gauche, des insoumis. Bien sûr que ça m'a choqué. Est-ce que vous diriez par exemple que France Inter est une antenne militante? Elle est, en tout cas, cette journaliste, quand elle pose cette question, en l'assumant d'ailleurs, en posant un point d'interrogation, c'est du militantisme. Je trouve que cette journaliste aurait pu poser la question de manière un petit peu différente en ce qui concerne M. Retailleau, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, la question n'est pas là. C'est M. Retailleau, êtes-vous pédophile ou êtes-vous trafiquant de drogue ? C'est intéressant comme question. Alors, c'est ce qu'on appelle une question qui entraîne une réponse automatique. C'est ou bien vous êtes pédophile, ou bien vous êtes trafiquant de drogue. Donc là, vous êtes ou islamophobe ou raciste. Et allez, et pourquoi pas, allons-y, les deux. Une nouvelle charte journalistique vient d'être signée par certains médias. Il s'agit de la charte de Marseille. Je vous explique dans quelques instants en quoi elle consiste, mais quand on fait une rapide revue de presse, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des médias qui remontent, comme Boulevard Voltaire et Braise Info. Ce n'est pas tous les jours qu'on les voit en une sur Google, donc ça valait le coup de le dire. En tout cas, l'observateur du journalisme, Claude, en a parlé, en revenant sur les signataires notamment, qui sont Mediapart, l'Humanité ou encore France Média Monde. Cette charte, elle a 11 points. Je vais vous en citer 3. Rectifier les informations fausses ou erronées sur le sujet des migrations. Veiller à ne stigmatiser aucune population. Être vigilant sur les termes employés. Claude, vous avez évidemment un commentaire à faire sur cette charte et sur les médias qui l'ont signée. Alors, il faut revenir à 1984 de George Orwell. Pour vos téléspectateurs, je rappelle le thème général. Winston Smith est employé. Il est employé où? Il est employé au Miniver. Alors, qu'est-ce que c'est que le Miniver? C'est le ministère de la vérité. Et son travail consiste à réécrire l'histoire, puisque dans cet univers totalitaire, des nouvelles qui ont été annoncées quelques mois auparavant ou quelques années auparavant, qui ne se sont pas révélées, réalisées, doivent être modifiées. Donc tous les jours, ils modifient les trucs pour que ce soit conforme à ce que dit le pouvoir. Mais ça va un petit peu plus loin, parce que le grand travail qu'il est en train de préparer, c'est une nouvelle édition du dictionnaire de novlangue. Et le dictionnaire de novlangue vise à quoi? Il vise à éliminer un certain nombre de mots du vocabulaire courant. Et si on élimine les mots, on va aussi éliminer l'idée qui est derrière ces mots. Et au fond, je crois que cette charte, c'est ça, charte de Marseille, au fond, elle réalise, c'est un nouveau ministère de la vérité, parce que pour que ce ministère soit efficient, il faut aussi une police de la pensée.
Alors, qu'est-ce que c'est que cette charte? C'est une police de la pensée. On voit que, ce qui est d'autant plus intéressant, c'est qu'on voit que certains médias l'ont déjà adopté. Alors, je lis, France Média Monde, alors ça dit rien, sans doute, à vos auditeurs, mais France Média Monde, c'est France 24, c'est RFI, mais aussi un certain nombre d'écoles de journalisme ont signé cette charte. Alors, pour vos auditeurs, si vous écoutez RFI, bon, sachez que maintenant, d'une certaine manière, vous écoutez la police de la pensée d'Orwell. Darmanin, qui avait reçu un Darmanin d'or en 2023 à la cérémonie des Beaux-Barres d'Or, vient de faire un mea culpa sur le fiasco du Stade de France qui avait eu lieu le 28 mai 2022 suite à un match qui opposait le Real Madrid et Liverpool pendant la finale de la Ligue des Champions. Ça avait été une catastrophe. On se souvient que M. Darmanin ainsi que Mme Amélie Oudéa-Castéra, qui était ministre des Sports à l'époque, avait décrété ceci. Des milliers de supporters britanniques sans billets ou avec de faux billets ont forcé les entrées et parfois violenté les stadiers. Merci aux très nombreuses forces de l'ordre mobilisées ce soir. Et Amélie Oudéa-Castéra qui parlait de tentatives d'intrusion et de fraude de la part de milliers de supporters anglais qui ont compliqué le travail des stadiers. Elle disait également que la violence n'a pas sa place dans les stades. Et finalement, Darmanin nous dit ceci: j'ai péché par idée reçue, parce que bien sûr c'était de la faute des Anglais selon M. Darmanin. Et finalement, il se trouve qu'il n'avait pas bien prévu ce qui aurait pu se passer en Seine-Saint-Denis. Qui aurait pu prévoir ce qui aurait pu se passer en Seine-Saint-Denis? Voilà un petit mea culpa intéressant. Il nous dit quand même: je ne savais pas que ce soir-là, c'était des délinquants de Seine-Saint-Denis qui pillent des supporters. C'est dans un média légende. Donc 3 ans après, il revient après avoir menti à la commission d'enquête parlementaire quand même. Il faut le rappeler ça, Claude. Alors je ne sais pas quand M. Darmanin ment. Est-ce qu'il mentait il y a 3 ans? Est-ce qu'il a menti devant la commission parlementaire? Alors je constate maintenant qu'il fait un mea culpa, mais il le fait quand même 3 ans plus tard. On peut imaginer qu'il y a 3 ans, il y avait quand même des services de police, il était ministre de l'Intérieur, qui l'informaient et qui, eux, savaient, puisqu'ils étaient au contact de ce qui s'est passé ce soir-là. Bon, on peut constater simplement que M. Darmanin, lui aussi, est en campagne, parce que lui aussi pense à 2027, et il y a peut-être l'impression que le vent est en train de légèrement tourner sur certains sujets brûlants. Donc il fait un mea culpa purement politique. Attendons son prochain mea culpa. Oui, pas mal de vidéos amateurs avaient d'ailleurs circulé suite à ces événements. Et Libération avait parlé du fiasco du Stade de France quand l'extrême droite déverse sa haine raciste. Et il parlait de la fachosphère qui n'avait pas tardé à instrumentaliser les incidents en marge de cette finale-là de la Ligue des Champions. Là, M. Darmanin instrumentalise pour son propre bénéfice 3 ans après, et dans l'autre sens. Et on finit sur un point sur la nouvelle chaîne de la TNT, Novo 19. Vous savez, c'est cette chaîne qui est portée par Ouest France, par le groupe Ouest France, dont Le Monde dit que ce lancement de cette nouvelle chaîne subit des doutes en interne. On a également quelques informations sur cette chaîne, notamment le fait qu'une émission Histoire et Patrimoine va être confiée à une youtubeuse qui s'appelle Manon Bril. Manon Bril, c'est une amie de Usul et de Nota Bene, qui sont des youtubeurs d'extrême gauche. Elle avait d'ailleurs appelé à voter pour le NFP elle-même, et elle qualifie la notion de français de souche de délire. Je cite, ce sont ses mots. On sait dans Novo 19 désormais que ce sera TF1 Pub qui va s'occuper des spots publicitaires, et ça c'est une information de l'Observatoire du journalisme, Claude. La chaîne des territoires, qui devait avoir ses studios principalement basés à Rennes, eh bien aura un talk show quotidien, donc une émission avec des invités tous les jours, pour parler en bon français, qui sera produit par une boîte à Paris. Voilà.
C'est QFD. Moi, je suis normand, donc je lis au Ouest-France quand je vais en Normandie. Donc, en ce qui concerne le contenu, bon, je ne suis pas surpris. Moi, pourquoi j'achète au Ouest-France? C'est à cause des informations locales sur mon village et sur mon canton, et sûrement pas pour les informations générales qui sont extrêmement biaisées. Je dirais pas plus, pas moins que dans les médias de grand chemin habituels. En ce qui concerne le lancement de cette chaîne, je crains que derrière, il y ait une véritable escroquerie. Quand je dis, alors pourquoi une escroquerie? Parce que quand TV s'appelle comment maintenant? Nouveau 19. Maintenant, Nouveau 19 à sa fréquence, à travers un cahier des charges. Dans ce cahier des charges, il était prévu qu'il y ait 58 personnes, rapidement. Là, ils en sont à 35 et 58 un jour, peut-être. Il était prévu que le grand studio soit à Rennes, dans le cadre de la décentralisation. C'est pas une mauvaise idée. Le studio sera à Paris. Il n'était pas prévu du tout que François Pinault abonde et rentre au capital, peut-être à hauteur de 49%, ce qui n'est pas rien. François Pinault, TF1 en plus, qu'est-ce qui reste vraiment pour Ouest-France et qu'a fait l'Arcom? Et est-ce que l'Arcom ne va pas se saisir de ce dossier pour revoir, tout simplement, l'attribution de cette chaîne à Nouveau 19? Sinon, je crains qu'on ne puisse parler d'escroquerie en bande organisée. Et voilà, on arrive à la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Alors, je vous le rappelle déjà, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce en l'air si vous ne l'avez pas déjà fait. Et puis, vous pouvez laisser un commentaire. Ça se passe juste en dessous. Claude, avant de se quitter, pas de portrait piquant puisque vous êtes avec nous sur le plateau, mais vous avez un coup de cœur. Alors, à l'Observatoire du journalisme, nous avons très souvent, hélas, ce que je regrette, un œil un peu critique sur le journalisme, sur le monde des médias, sur le monde de l'édition. Et aujourd'hui, j'ai un coup de cœur. Ce coup de cœur, c'est ce livre, Le racisme anti-blanc de François Bousquet, sous-titré « L'enquête interdite ». Le racisme anti-blanc, c'est Lola, c'est Philippine, c'est Thomas Crépol, et c'est beaucoup d'affaires dont on ne parle pas. Dans ce livre implacable, je dirais un peu effrayant aussi, François Bousquet donne la parole aux victimes. Plus de 40 entretiens, plus 3 récits écrits. Et en même temps, il décrypte pourquoi ces victimes, personne n'en parle. Ce livre est à lire d'urgence. Lisez-le, offrez-le, recommandez-le pour vous et pour nos enfants. Merci beaucoup Claude d'avoir été à nos côtés. Je vous en prie. Et merci chers téléspectateurs d'avoir été avec nous. On se retrouve très vite sur TVL et puis d'ici là, portez-vous bien.